Un coup de pouce pour les petites et moyennes entreprises. Le président américain prêt à reprendre la course aux armements si les soviétiques ne négocient pas. Le patron du SAC, à nouveau chez le juge d'instruction. Mesdames, Messieurs, bonsoir. On pouvait s'en douter, avec les premiers jours de septembre, les dossiers économiques et sociaux, et pratiquement eux seuls, s'entassent sur les bureaux ministériels. Le plus lourd d'entre eux étant bien sûr celui du chômage. Cet après-midi, le ministre du Travail, Jean Auroux, faisait savoir aux députés de la Commission des Affaires sociales que le chiffre des demandeurs d'emploi, chiffre provisoire, était passé à 1 834 000 en données corrigées des variations saisonnières. C'est un peu moins qu'en juillet, mais en données brutes, le chiffre est en grosse augmentation. Alors pour résorber le chômage, il faut bien sûr une relance de la machine économique. C'est l'une des raisons pour lesquelles Jacques Delors, hier, avait sermonné les banquiers. Et cet après-midi, le Conseil national du crédit l'a suivi en décidant de fortement réduire la rémunération des dépôts à terme dans les banques. Des banques qui devraient dans le même temps abaisser ce que l'on appelle leur taux de base, le ramenant de 15,3% à 14,7%. Jacques Delors, hier, donc je vous le rappelle, s'était déclaré écœuré par l'attitude des banquiers qui ne répercutaient pas assez vite la baisse des taux d'intérêt. Tout cela, bien sûr, est un peu complexe et c'est la raison pour laquelle Jean Lebert nous explique ce que sont, pour une banque, ces différentes ressources. Il faut rappeler avant tout que les banquiers sont des commerçants et que pour pouvoir approvisionner leurs rayons, entendez leurs coffres, il leur faut une matière première bien particulière, de l'argent. Pour cela, les banques ont plusieurs possibilités, mais la principale est la chasse aux dépôts. Bon an mal an, ces dépôts représentent 771 milliards de nos francs dans leur caisse. On distingue chez les banquiers 3 moyens différents de collecter votre argent. Le premier, les dépôts à vue, c'est-à-dire votre compte chèque. C'est le secteur le plus rentable pour la banque, puisque les dépôts ne sont pas rémunérés, c'est-à-dire que la banque ne vous paye pas d'intérêt pour votre argent. Ce secteur des dépôts à vue représente à lui tout seul 40% de la collecte. Viennent ensuite les dépôts à taux réglementés, comme les livrets d'épargne, épargne logement et autres bons de caisse, qui eux sont rémunérés à 7% et demi à peu près. Et pour finir, les comptes bloqués à terme, dont la rémunération est libre dans certaines conditions de durée, et qui représentent 30% de la collecte des banques. Sur ces comptes bloqués à terme, les banquiers payent en ce moment aux déposants près de 17% d'intérêt, ce qui est substantiel. Ce taux d'intérêt favorise l'épargne, mais pénalise tous ceux qui veulent emprunter. En diminuant la rémunération des comptes à terme, le gouvernement demande aux déposants un effort, mais aussi et surtout un effort aux banquiers, qui devront, quoi qu'il arrive, faire baisser le coût du crédit et participer ainsi à la relance économique. Ce matin, le franc a baissé, la bourse de Paris, le dollar lui aussi s'est effrité. Mais si Jacques Delors a haussé le ton, ce qui ne lui arrive pas souvent, c'est surtout pour inciter les banques à consentir des crédits plus faciles, non pas tellement aux particuliers, mais aux entreprises, surtout les plus petites d'entre elles. Car après, tout s'enchaîne, relance de l'activité pour ces entreprises et peut-être au bout du compte, possibilité d'embauche. Un exemple choisi par Christian-Marie Monod. Créée il y a 5 ans, cette entreprise emploie une dizaine de personnes avec un chiffre d'affaires d'environ 7 millions de francs. Comme tout chef d'entreprise de PME, il fait appel à une banque qui lui accorde généralement un crédit équivalent au montant de ses fonds propres, c'est-à-dire le capital et les réserves. Depuis quelques années, les chefs d'entreprise ont constaté une hausse de l'endettement correspondant à un ralentissement des activités de l'entreprise. En favorisant les emprunts par la baisse des taux d'intérêt, les chefs d'entreprise espèrent donc un ballon d'oxygène. Mais la procédure est assez complexe. Pour demander les crédits dont j'ai besoin, j'ai d'une part demandé au crédit d'équipement. Cette demande de crédit est en cours. Et pour vous montrer la difficulté du problème, c'est qu'avant d'obtenir ce crédit, il va se passer environ une 60aine de jours. Et j'ai donc besoin de trésorerie pendant cette période. Et la Société Générale ne peut pas prendre le risque d'une jeune entreprise qui a déjà fait ses preuves. Alors tout simplement, j'ai téléphoné à une banque étrangère qui s'appelle la Barclays Bank et qui, pendant ce temps de 60 jours, m'accorde, bien que je n'ai pas droit à le découvert dont j'ai besoin, simplement sur coup de téléphone. Voilà, un coup de téléphone et un crédit à un taux quelquefois intéressant. C'est pourquoi la nationalisation des banques inquiète les PME. La Confédération estime que l'on tourne le dos réellement à une véritable politique d'investissement industriel.
Alors toujours pour résorber le chômage, le ministre de la formation professionnelle, Marcel Rigout, a annoncé l'ouverture prochaine de 55 000 nouveaux stages pour les jeunes, dont 60% seront réservés à des femmes. De son côté, son collègue communiste Anicet Le Pors, le ministre de la fonction publique, a annoncé que 46 000 emplois seront créés l'année prochaine dans la fonction publique, mais il a laissé entendre que le pouvoir d'achat ne serait pas maintenu pour tous les fonctionnaires, en tout cas pas pour les plus payés d'entre eux. J'ai dit que mon objectif c'était de maintenir le pouvoir d'achat pour la plupart des fonctionnaires et de l'augmenter de façon significative pour les catégories les plus modestes. Mais quand vous dites pour la plupart des fonctionnaires, cela veut dire qu'il y aura des fonctionnaires dont le pouvoir d'achat ne sera pas maintenu. Eh bien, cela dépendra des données économiques et financières qui me seront fournies par mon collègue le directeur du budget. Dans une phase ultérieure de la négociation, nous nous revoyons le 18 septembre et je donnerai à cette occasion des chiffres précis sur ce qu'il faut entendre par là. Quelle catégorie pourrait être concernée ? Écoutez, il y a des fonctionnaires qui sont à des niveaux extrêmement élevés dans ce qu'on appelle les échelles lettres. Ils sont quelques centaines, quelques milliers. Je vous dirais très franchement que ce n'est pas ceux-là qui me préoccupent en priorité, ce sont les catégories les plus basses. Je vous ai dit la plupart et j'espère pouvoir donner à cette expression son amplitude maximale. Voilà, les premières réactions des syndicats sont favorables. Voilà donc pour cet ensemble d'informations économiques et sociales qui domine la rentrée. Une rentrée sur les chapeaux de roue, une rentrée qui mêle, Philippe Toissier, intimement le politique et l'économique. Oui, en général, on attend une rentrée sociale. Cette fois-ci, c'est une rentrée économique. D'ordinaire, ce sont les syndicats qui tiennent le devant de la scène. Aujourd'hui, ce sont les patrons et les banquiers. Alors une question, est-ce que la France est en train de jouer les prolongations électorales sur le terrain de l'économie? Les nationalisations constituent le premier dossier concret pour la nouvelle opposition qui jusqu'ici a puisé ses arguments dans les procès d'idées, voire d'intentions. À travers les nationalisations, elle pourra demander au gouvernement quelle sera sa politique industrielle, quelle sera la place des chefs d'entreprise dans le pays. Actuellement, cette opposition lève des bataillons de petits actionnaires qui, le cas échéant, viendront donner de la voix dans ce débat sur les nationalisations. Alors, est-ce qu'il y a pour autant un mur de l'argent? Hier, Jacques Delors a lancé un avertissement très net aux patrons de certaines grandes banques nationalisées qui traîneraient des pieds pour soutenir sa politique. Il paraît évident aussi qu'une grande masse de chefs d'entreprise, impatients de savoir ce qui les attend, voudraient espérer avant d'entreprendre, se sentent, ce n'est pas la première fois, les mal-aimés de la nation et manquent d'ardeur. Ceci dit, était-il opportun qu'un ministre déclare « Il faudra faire rendre gorge aux frères Villot, le cas échéant, il y a une justice pour cela ». Fallait-il annoncer que l'incompétence des chefs d'entreprise serait traitée avec la même rigueur que l'indélicatesse, c'est le genre d'avertissement qui n'incite pas tellement à prendre des risques. En réalité, il serait temps que l'ancienne majorité cesse de se consoler de sa défaite politique en annonçant des catastrophes économiques. Il serait temps aussi que le gouvernement mette fin au jeu des petites phrases acerbes et arrête de laisser se distiller par bribes les projets qu'il prépare. Cela risque de faire oublier le travail accompli tout cet été. Pour le moment, beaucoup plus qu'un troisième tour politico-économique, il faut voir dans ces grincements de dents la difficulté pour des hommes qui étaient hier opposés de travailler aujourd'hui ensemble. Mais s'il devait en aller autrement, bien, il y aurait une victime, l'économie française. Et d'ailleurs, François Sérac, dans le Figaro ce matin, a dit en réponse un peu à Jacques Delors que les chefs d'entreprise n'avaient jamais accepté de faire la politique du pire et que leur raison d'être était le progrès économique et social. Alors vous le disiez, Philippe, l'opposition s'est emparée en priorité de ses problèmes économiques. C'était très sensible ce matin dans les propos des giscardiens du Parti républicain dont le bureau politique se réunissait. Jean-Louis Le Senne. Ils étaient tous venus ce matin, ils étaient tous là, les anciens ministres et responsables issus du Parti républicain. Ils étaient tous là pour combattre la politique suivie actuellement par le gouvernement et espérer donner une impulsion nouvelle à l'action de leurs militants. Combat d'idées, mais surtout action sur le terrain en prévision des futures élections cantonales puis municipales. À mi-chemin entre une véritable rentrée politique et une banale rentrée des classes, les giscardiens entendent aujourd'hui opposer une France républicaine et libérale à la France socialiste de François Mitterrand et Pierre Mauroy, pour un jour pouvoir prendre la relève, ce qu'ils appellent à leur tour l'alternance. 100 jours d'incantation et de verbe, car on n'a pas traité le problème. Je ne dis pas que c'est la faute au gouvernement s'il reste des chômeurs. Je dis qu'on n'a rien fait. Si ce n'est, soit reprendre le pacte national de l'emploi qui avait été élaboré
par M. Barre, et qu'attaquaient les socialistes à l'époque, ou désorganiser notre économie. Qu'on n'aille pas nous dire que c'est à partir des nationalisations qu'on apportera une solution au problème de l'emploi. Qu'on n'aille pas nous dire que c'est en décourageant les chefs des petites et moyennes entreprises ou avec les taux d'intérêt. Alors je dis, nous ne sommes pas de ceux qui font des procès d'intention. J'appelle l'opinion à regarder, à constater. Ceux qui espéraient que peut-être un changement aurait apporté une solution aux problèmes qu'ils rencontraient sont malheureusement aujourd'hui face à la réalité car les faits sont têtus. Et comment être giscardien en l'absence de Giscard? Nous sommes convaincus qu'à partir du projet de la démocratie française, nous pouvons élaborer le projet libéral de progrès, présenter des objectifs concrets aux Françaises et aux Français qui constitueront une alternative à l'État socialiste. Alors que Valéry Giscard d'Estaing se tait. C'est lui qui décide. Alors Jean-François Degnaud, de son côté, préconise dans Le Monde la fusion de l'UDF pour mieux combattre le pouvoir. Les socialistes, eux, ont achevé leur journée d'études parlementaires tout à l'heure. Ils ont émis le vœu que l'information circule mieux entre les trois composantes de la majorité, c'est-à-dire l'exécutif, le groupe parlementaire et le parti. Ils nous le disaient hier sur cette antenne et pour ce faire, ils ont décidé de réviser leur méthode de travail. Quant à la CGT, elle a fait une appréciation très positive des premiers jours du septennat Mitterrand. Nous sommes actuellement avec le gouvernement sous le soleil de la négociation, a dit Georges Ségui dans Antenne de Midi. Georges Ségui qui a ensuite parlé de son éventuel départ du secrétariat général de la centrale. Je n'ai jamais dit cela, je ne me suis jamais installé au poste de secrétaire général de la perpétuité. Et j'espère bien que les nouvelles générations, comme j'ai eu souvent l'occasion de dire, marqueront de leur empreinte la vie du mouvement syndical français. Et personnellement, je ferai tout ce qu'il faut pour qu'il en soit ainsi. Bon, mais M. Kazeki, c'est pas la nouvelle génération, lui. Hein. Ah ben c'est une génération. Il y a la rotation aussi, il y a le partage des responsabilités. Enfin, il y a toute la richesse de notre organisation dans sa diversité. Nicole Questiot, ministre de la Solidarité nationale, s'est refusée à dramatiser le déficit de la sécurité sociale et elle a par ailleurs indiqué qu'à titre personnel, elle n'était pas favorable à une allocation de rentrée scolaire. Devant les journalistes sociaux, elle a enfin ajouté que le problème des handicapés lui tenait particulièrement à cœur. Alors justement, nous avons voulu savoir comment les handicapés passaient leurs vacances lorsqu'ils n'étaient pas intégrés dans leur famille. Eh bien, certains d'entre eux peuvent partir en groupe en séjour de 2 semaines. Regardez cet exemple choisi par Olivier Arlan et Claude Crespo. C'est une maison familiale à Anglette, près de Biarritz. Si un Français sur 2 prend des vacances, la proportion est nettement plus faible chez les handicapés. Ils sont 3 millions environ en France. Parmi eux, seuls 10% pourront partir par leurs propres moyens. À cela 2 raisons. Difficulté à trouver des loisirs adaptés à leur handicap et bien sûr le coût. L'Association des paralysés de France met à la disposition de ses 8000 adhérents 69 centres comme celui-ci, dont 11 à l'étranger. Si les loisirs représentent pour les handicapés une étape importante dans le processus d'intégration, ce n'est pas encore une réussite évidente. Certes, comme dans cette maison familiale, ce pique-nique réunit à la fois estivants et handicapés, mais ils forment encore 2 groupes distincts. Le coût maintenant, chaque handicapé qui ne travaille pas reçoit, tout comme laïc, une allocation mensuelle. 1700 francs, l'allocation adulte handicapé. C'est tout? Et puis, il y a l'allocation compensatrice pour la tierce personne. Mais ça, c'est pour payer quelqu'un qui nous aide à domicile. Et qui s'élève à combien? 2300 pour moi. Les autres seront pris en charge soit par une caisse de secours ou encore un comité d'entreprise. Donc, à condition qu'il y ait assez de place, car il y a 2 fois plus de demandes que de possibilités, financièrement, tout handicapé peut partir en vacances. Nous sommes un groupe de 32 personnes, dont 21 handicapés et 11 animateurs. Coût d'un séjour de 15 jours, 2400 francs plus 960 francs pour le voyage. À ce problème, 2 solutions. D'une part, développement des centres spécialisés pour handicapés lourds et surtout, acceptation des handicapés plus légers par des organismes qui accepteraient de les intégrer aux autres estivants. Rentrée scolaire, le réemploi des maîtres auxiliaires qui étaient en fonction l'an dernier devrait être assuré cette année, a dit Alain Savary, le ministre de l'Éducation nationale. Ils sont quelques 40 000. Son collègue Charles Hernu, lui de son côté, a passé sa journée à bord du porte-avions Clémenceau. C'était, paraît-il, la première fois qu'un ministre de la Défense appontait sur un tel bâtiment. Vous voyez que c'est très rapide, en pleine Méditerranée. Et pour ce faire, il a dû passer une visite médicale.
Gaston Defferre, lui, n'est pas venu, comme prévu, il s'occupe de la régionalisation. Clémenceau, a dit Charles Hernu, c'est l'illustration puissante de la volonté qu'a notre pays d'assurer sa défense et sa sécurité. Ronald Reagan a lui aussi parlé défense et sécurité cette nuit, mais il l'a fait de manière assez fracassante, en signant sa rentrée politique après un mois de vacances. Si vous voulez la course aux armements avec les soviétiques, a-t-il dit en substance, eh bien, vous la perdrez. Pour un homme de 72 ans qui a pris une balle explosive en plein poumon en mai dernier, Ronald Reagan, président des États-Unis, est la définition même de ce que l'on appelle aux États-Unis et ailleurs la pleine santé. Après un mois de vacances hier à Chicago devant un groupe de républicains, Ronald Reagan a donc montré sa santé et fait preuve aussi d'une vigueur de propos oubliée là-bas depuis longtemps. Si l'Union soviétique, a-t-il dit, ne s'oriente pas vers une réelle négociation sur la limitation des armements, une course va s'engager que Moscou ne peut pas gagner. En d'autres termes, Ronald Reagan a déclaré hier mercredi que les États-Unis étaient prêts à se lancer dans une nouvelle course aux armements. Une course aux armements alors qu'au même moment, les avions américains, leurs porte-avions et leurs bateaux participent aux manœuvres de l'OTAN au nord des côtes norvégiennes. Une démonstration de force, nom de code épée magique, qui se déroule alors que l'administration américaine, avec son président, demeure résolue à accroître leurs dépenses militaires au cours des années à venir, un accroissement de budget de 7% par an, afin de fermer le créneau de vulnérabilité face à l'Union soviétique. En termes moins techniques, cela veut dire que les États-Unis veulent être prêts à faire la guerre en n'importe quel moment, en n'importe quel lieu et dans n'importe quel type de conflit. Alors est-on entré dans une nouvelle guerre froide, comme le suppose un grand journal du soir français? Peut-être. Mais la différence est qu'à l'époque, Gary Power existait. Il est remplacé aujourd'hui par les satellites qui s'appuieront bientôt sur la bombe à neutrons. Les suites de la déclaration franco-mexicaine qui reconnaissait comme représentatifs les guerrieros du Salvador, eh bien deux pays sud-américains n'ont pas l'air contents. Le Venezuela, le ministre de l'Intérieur a ajourné sa visite en France, et le Brésil qui a condamné officiellement. Le Brésil où les rapports à Église-gouvernement se tendent, c'est on ne peut plus net avec l'arrestation de deux prêtres français, Aristide Camio et François Boudiou. Bernard Benjamin. L'état du Pará, dans le nord du Brésil, une région pauvre parmi les pauvres, où depuis plus de 10 ans, les gros propriétaires contestent aux petits paysans le droit à exploiter le sol sur lequel ils sont installés. Parfois, cela se règle dans le sang, parfois, les hommes de main des fazendeiros viennent sur place et brûlent tout pour forcer les paysans à partir. C'est précisément ce qui venait de se passer dans ce village de l'Araguaia. Et encore une fois en Amérique latine, les seules personnes qui osent prendre la défense des opprimés, ce sont les prêtres. Comme ce père Gouriou qui a été arrêté hier et qu'avaient rencontré Philippe Gassot et Jacques Doué. Cette famille ici avait un titre d'utilisation de la terre, d'occupation de la terre. Sont arrivés des policiers qui ont commencé à maltraiter des personnes, en particulier cette dame ici. On commençait à détruire la maison, on brûlait 4 ou 5 autres maisons, et cela fait 6 mois actuellement, et il n'y a pas encore de possibilité pour eux de cultiver la terre. C'est précisément parce qu'il prenait la défense de ces gens-là que le père Gouriou se retrouve aujourd'hui au secret dans les locaux de la police de San Geraldo do Araguaia, victime d'un nouveau durcissement du régime après une timide libéralisation amorcée il y a seulement 2 ans. Pologne, Solidarité a proclamé l'état de préparation à la grève dans la région de Bydgoszcz, et ce alors que le plénum du comité central du parti poursuit ses travaux. Israël, le pays tout entier en émoi avec ce qu'on appelle l'affaire des fouilles, c'est-à-dire le feu vert du gouvernement au percement d'un tunnel sous le mur des lamentations. Serge Misret. Ici, des juifs ultra-orthodoxes, les Neturei Karta, ceux-là même qui récusent l'État d'Israël et lapident les voitures qui roulent le samedi, ont joint leur protestation à celle des habitants arabes de Jérusalem. Profanation, profanation, crient-ils devant l'entrée du tunnel gardé par la police, et puis les hommes s'échauffent, les boucliers vont apparaître et l'inévitable se produire, les policiers vont charger. La querelle s'est étendue au niveau politique, elle oppose les responsables israéliens favorables aux recherches aux juifs religieux qui y sont opposés. Plus grave, au Parlement israélien, il y a 4 députés orthodoxes favorables au gouvernement Begin qui menacent maintenant de lui retirer leur appui. Et M. Begin, qui a une très faible majorité, pourrait bien être renversé.
Cette affaire suscite une vive polémique en Israël où l'opinion publique estime que l'archéologie et la religion sont deux choses différentes et que les religieux se mêlent là d'une histoire qui ne les regarde pas. Oui, toujours au Proche-Orient, cet attentat que l'on vient d'apprendre, une explosion à Damas, 20 morts selon des témoins. C'est une voiture piégée qui a explosé près du quartier général de l'armée de l'air syrienne. On parle donc de 20 morts et au moins d'une cinquantaine de blessés. Iran, plusieurs personnes, dont certaines travaillent dans les bureaux même du Premier ministre, ont été arrêtées à la suite de l'attentat qui a coûté la vie au président et au Premier ministre dimanche. La tuerie d'Oriol aujourd'hui, nouvelle audition de Pierre de Bizet et confrontation avec un autre des inculpés, Isabelle Béchler sur place. Arrivés dans le bureau du juge d'instruction à 15 h, les deux inculpés de la hiérarchie du SAC étaient toujours interrogés vers 19 h. En effet, Françoise Laurence Guérin avait décidé de confronter aujourd'hui Jean-Joseph Maria, le responsable départemental de l'organisation, et Pierre de Bizet, son seul supérieur hiérarchique depuis que le SAC n'a plus d'échelon régional pour la Provence. Dans sa recherche obstinée du véritable commanditaire du règlement de compte d'Oriol, le juge cherche toujours à confondre les deux hommes. Maria, parce qu'il a reçu chez lui le matin même du crime les 5 membres du commando, et de Bizet, parce qu'il ne pouvait pas ignorer l'affrontement local entre Maria et Massier. C'est d'ailleurs la thèse qu'accrédite maître Tixier-Vignancourt, qui dans cette affaire défend deux inculpés, Liottier et Finocchetti. Pour lui, au départ, il s'agit bien d'un règlement de compte interne au SAC. C'est sûr, mais ce qui n'était pas prévu, bien entendu, sous une forme aussi meurtrière et aussi épouvantable, absolument pas. Alors ça, que si vous me demandez mon sentiment, je vous dirai, ça c'est le résultat d'un affolement collectif, meurtrier, et où la raison n'a plus aucune place. Et si la raison n'y a plus aucune place, la politique alors vraiment encore moins. Beaubourg, une subvention très largement accrue pour Beaubourg, plus 49%, donc près de 50%, a annoncé Jacques Lang, le ministre de la Culture. Le tiercé du jour, le 15, le 8 et le 9, vous devriez voir apparaître sur votre écran les rapports de ce tiercé, 4 901 francs donc pour 5 francs dans l'ordre, et dans un ordre différent, 482 francs 50. Tennis, toujours pas de résultat du match que dispute en ce moment même Yannick Noah à Flushing Meadows. Si je l'ai bien entendu d'ici la fin de ce journal, nous vous donnons immédiatement ce score. Et puis du judo avec les championnats du monde qui se déroulent en ce moment même aussi à Maastricht, aux Pays-Bas. La première journée n'a pas été brillante pour les Français. Là, nous sommes en direct, il n'y a pas de Français sur ces images. Le champion olympique Angelo Parisi a disparu après 2 tours de compétition et Roger Vachon devrait disputer dans très peu de temps la médaille de bronze dans la catégorie des 1000 lourds. Voilà, maintenant avec Laurent Bromède, les prévisions météo pour la journée de demain. Eh bien, Patrick, on pourrait dire que c'est le calme plat, pratiquement rien à signaler pour la bonne et simple raison qu'on a sur notre pays un bel anticyclone, une zone de haute pression. Elle repousse au large les nuages qui tenteraient d'intervenir du côté de l'Atlantique, tout juste une petite dépression orageuse en Méditerranée. Mais enfin, rien de bien grave après la brume, donc le soleil. Les températures, rien de bien affolant non plus, aux alentours de 20 degrés du côté du nord-ouest, 27 degrés environ, vous voyez cet après-midi dans le sud-est à 14 h, c'est un petit peu plus élevé avec le soleil dans l'après-midi. La carte pour demain, je vous le disais, encore quelques nuages orageux là-bas, de la Provence à la Corse, mais tout de même beaucoup de soleil dans ces régions, tout juste des risques de petites ondées locales, 1 ou 2 de ci de là, partout ailleurs de la brume et parfois du brouillard, des plaques de brouillard le matin, principalement dans le nord du pays ainsi que dans le sud-ouest, et assez vite ensuite, eh bien ma foi, le soleil reviendra pratiquement à toute région, même si dans de nombreuses régions, le soleil reste un petit peu voilé. Les températures pour demain après-midi, vous allez le découvrir, eh bien de 20 degrés dans le nord à 27 dans le sud-est, rien de changé par rapport à aujourd'hui. Enfin, pendant que vous consultez l'agenda, je vous dirais que ce même type de temps va continuer après-demain, après-après-demain, puis après, ma foi, on verra. D'accord. Et puis pour terminer tout à fait ce journal, un bel exploit sportif. Je pense que vous connaissez tous ce cube dont il s'agit de reconstituer toutes les faces. C'est ce qu'on appelle le Rubik's Cube. Tout le monde y joue ou presque. Eh bien aujourd'hui, pour la première fois en Angleterre, une compétition époustouflante. Vous allez écouter le temps du vainqueur. 39 secondes. Essayez de faire mieux. Sur ces images, une fraction seulement des millions d'adeptes du Rubik's Cube à travers le monde.
À Londres, ils étaient une centaine ce matin à prendre part à l'épreuve de vérité. Qui est le plus rapide à résoudre les 43 milliards de solutions du cube infernal de M. Rubik? Depuis un an, le Rubik Cube a envahi la planète. Tout le monde y joue, s'y essaie, se passionne, se prend au jeu. Une véritable drogue en 6 faces et 6 couleurs. Quelques manipulations et vous êtes accroché pour la vie. Jamais casse-tête n'a autant mérité son nom. Erno Rubik, le père de ce gadget diabolique, n'avoue lui-même qu'un chrono très moyen, 1 minute 10 dans ses meilleurs jours. Mais son cube lui apporte d'autres compensations. Commercialisé à l'échelle de la planète, le cube hongrois de M. Rubik vaut de l'or. À 37 ans, son inventeur est célèbre, très célèbre, non seulement pour avoir renfloué la balance commerciale de son pays, mais aussi pour avoir créé le dernier jeu à la mode. Le cube sécrète autour de lui des clubs, des t-shirts, des publications et même une maladie, le cubic thumb, le pouce du cubiste, appelé ainsi par analogie avec le tennis elbow. Le jeu est donc devenu compétition et commence même à avoir sa légende. Des bruits fous courent au sujet de japonais ultra rapides qui le reconstitueraient en 13 secondes. Ces jeunes Anglais ont fait un peu moins bien. Le vainqueur, Greg Banner, qui à 13 ans a mis 39 secondes et 2 dixièmes. Moi j'ai réussi en 1 minute 30 pendant la durée du sujet. On va regarder le judo parce qu'à l'instant vient d'apparaître sur le terrain donc, des championnats du monde à Maastricht, donc aux Pays-Bas, le français Vachon qui doit rencontrer l'Allemand de l'Est Reddick. Le match vient tout juste de commencer et nous n'avons pas évidemment d'informations sur la façon dont se déroule cette lutte qui devrait permettre, si Vachon l'emporte, à la France d'obtenir sa première médaille, mais ce serait une médaille de bronze. Voilà, demain, l'invité d'Antenne de Midi sera Jacques Ralit, le ministre de la Santé, et les dernières informations, donc peut-être cette médaille pour Bernard Vachon, seront données par Bernard Rapp aux alentours de 23h40. Je vous souhaite à tous une excellente soirée et j'espère vous retrouver demain, 20h. Au revoir.